Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue sur ce deuxième webinaire donc, du Printemps des maires, dédié à la question éminemment politique et importante de la sécurité. Donc, je suis Florian Berco, je suis un des co-initiateurs du Printemps des maires avec Olivia Fortin, qui est maire de Marseille du 6e et 8e arrondissement de sa ville. Elle s'excuse que vous avez sans doute vu l'actualité marseillaise. C'est toute la force des binômes, c'est que je la remplace au pied levé pour animer ce webinaire, mais je remercie Magali qui est ici, Magali Martin qui a, de toute façon, elle a été la cheville ouvrière de ce webinaire. Donc voilà, moi je suis élu à Laval, en Mayenne. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous rappeler que ce webinaire est enregistré et ce qui nous permettra ensuite de le diffuser et de le rendre utile. Vous vous rappelez ce qu'est le Printemps des maires? Le Printemps des maires, donc, c'est une initiative qu'on porte donc, avec Olivia Fortin, mais aussi une quinzaine d'autres maires de toute la France, de toutes les tailles, que vous retrouverez sur notre site internet. Et l'idée, c'est se dire que sans candidat, il n'y aura pas d'élection municipale. Et plutôt que de prendre le prise par la grande démission et les difficultés d'être maire, on a envie de porter une parole plutôt optimiste et une volonté justement d'avoir un maximum de candidats partout, notamment dans les villes moyennes et les petites communes, là où peut-être des candidats avec des intentions peut-être pas aussi louables que les nôtres seraient candidats. Euh, et donc on propose un chemin ensemble, un compagnonnage, une entraide entre pairs, puisqu'on se dit que pour être maire ou adjoint au maire ou conseiller municipal, il n'y a pas forcément d'école ou de manuel, mais plutôt une transmission. Et c'est ce qu'on veut à travers ce Printemps des maires qui se décompose finalement en trois types d'offres. Une première offre de service, c'est ces webinaires thématiques très opérationnels. Vous verrez, c'est toujours en trois grandes parties. On va dire un expert qui problématise, ensuite des témoignages de maires avec problématiques et solutions en quelques minutes, et un temps plutôt d'échange. Ça, c'est la première proposition qu'on met en œuvre. La deuxième, c'est avec la Fondation Jean Jaurès, que je remercie de nous accompagner dans cette aventure. On fait un cycle de conférences à Paris qui s'appelle Vue sur mer, où là, on débat de la même question qu'on a traitée en webinaire, mais de manière beaucoup plus politique au sens large. Et puis ensuite, on a mis en place donc, un système de mise en relation, on va dire, de mentoring pair à pair, donc entre les candidats et des élus de cette période-là. Donc voilà un peu ce qu'on vous offre. Et donc je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet sur ce séminaire qui est vraiment très charpenté sur cette thématique de la sécurité. Peut-être pour dire quelques mots pourquoi on a choisi cette thématique-là. Évidemment, hein, c'est un sujet qui fait débat, c'est un sujet dont on parle beaucoup, c'est un des sujets prioritaires au vu des Français, cette sécurité à la fois physique d'abord, mais aussi évidemment sociale. Donc c'est une préoccupation qui est légitime, qui est sans doute parfois déformée, alimentée, hystérisée par à la fois les médias, mais aussi les réseaux sociaux. Et je ne parle même pas de quelques politiques qui prennent les versions extrêmes des questions sécuritaires pour en faire leur chou gras. Mais on sait très bien que la sécurité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, que des réponses noir ou blanc et toutes préfabriquées et que c'est une compétence qui, évidemment, par excellence, au cœur des fonctions régaliennes de l'État central, même si ça n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de France, évidemment. En tout cas, son organisation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, malgré ce premier constat, les maires sont attendus sur les questions de sécurité. Ça revient souvent auprès de la population, pour ne pas dire tous les jours. Et donc, le maire et son équipe a un discours à avoir, une politique surtout en acte. Ce qui nous caractérise, nous les élus locaux, c'est plutôt du discours incantatoire, c'est d'être dans l'action. Et donc, si on n'est pas dans l'action, de toute façon, on serait évidemment mis sur le banc des accusés. Donc, voilà pourquoi on traite cette problématique. On vous propose de traiter on a articulé autour de trois types de solutions: prévenir, intervenir, réparer. Le cœur même d'une mission municipale, c'est évidemment de faire une politique sécuritaire de prévention. Et ça passe évidemment sur nos politiques publiques cœur, les enfants, les jeunes, l'éducation, la présence humaine, les questions urbaines aussi, évidemment,
Et ce bouquet de prévention est quand même un préalable à toute politique sécuritaire qu'on veut mener à toutes les échelles, mais en priorité, là, l'action municipale a du sens. Le deuxième volet, c'est évidemment l'intervention, pour appeler un peu répression aussi, en assumant le mot. C'est donc là les actions d'intervention directe, et donc les polices municipales, on y reviendra d'ailleurs sur son organisation, les moyens qu'on y met, et éventuellement les outils à disposition de vidéoprotection. Et puis et surtout le lien, en tout cas ce qu'on appelle le continuum de sécurité avec l'État et la police nationale en particulier ou la gendarmerie. Et enfin, le troisième volet qu'on va traiter avec des exemples très concrets sur le volet prévention, justice réparative, insertion. C'est bon, une fois que la sanction est tombée, toute personne va pouvoir avoir un chemin de rédemption. Et donc là aussi, l'action municipale peut accompagner l'action judiciaire. Donc voilà les trois prismes sur lesquels on va pouvoir avoir des exemples et des interactions. Je vous propose, pour ceux qui auraient des questions, pour des questions d'organisation, de les mettre dans le chat. Et puis moi, sur la troisième partie, vos les questions, je pourrais soit vous donner la parole, soit relire les questions pour pouvoir les poser à nos intervenants. Donc je remercie vraiment tous ceux qui vont prendre la parole d'être présents. Et on va commencer, comme je l'ai dit, sur une problématisation par un expert, donc Sébastien Rocher, qui est politologue, directeur de recherche au CNRS et spécialisé des questions de délinquance et de sécurité. Euh, et, Oui, en- c'est bon. et ensuite, il y aura un temps, Agnès Touvenot, qui est maire adjointe de Villeurbanne, nous fera un petit topo sur c'est quoi les pouvoirs de police du maire pour les nuls. Voilà, c'est donc sur cette première grande partie, Oui, plutôt expert problématisation. Verrières-sur-Seine. Je vous invite à éteindre vos micros et puis je laisse la parole donc à Sébastien Rocher Oui, alors bonjour à tout le monde, j'espère que vous m'entendez donc, correctement. pour 15 minutes. Hein. Pour 15 minutes, vous m'arrêtez, je m'arrêterai pile à Très 15 bien. minutes, faites signe. Je vais parler, donc présenter un certain nombre de tendances relatives à l'évolution de la délinquance des mineurs contre les femmes, Euh, et en séparant bien, un petit peu dans la ligne de ce que vous avez dit, les questions de police et de sécurité. Je crois qu'une des choses les plus importantes à essayer de faire comprendre par les responsables politiques, c'est la différence entre la police et la sécurité, parce que la grande difficulté des partis progressistes, c'est qu'ils ont été mis dans un coin est obligé d'assimiler les deux choses, la sécurité et la police. Alors qu'évidemment, la sécurité, complètement un thème qui déborde et de très loin l'activité de la police et même du système judiciaire. Voilà. Et il y a encore un mot d'introduction. La plupart des pays européens ne comprennent pas ce qu'est un pouvoir régalien, au sens où le terme est utilisé en France. C'est un terme qui n'a pas de signification en dehors de la France, parce que la plupart des pays n'ont pas de police centrale dominante comme on l'a en France. Les pays qui ont ce système, c'est les pays qui ont été envahis par Napoléon. Euh, voilà. Mais les autres pays, évidemment, dont les Belges, les Suisses, les Finlandais, etc., n'ont pas évidemment ce système. Donc, la première slide, je rappelle qu'en gros, on connaît la délinquance et les criminalités de deux manières. La première manière, c'est on le connaît par la statistique sur les victimes. Là, il y a trois entrées que je vais développer ensuite. Et puis, le deuxième objet, c'est les auteurs. Voilà. Donc, la statistique publique ou pas publique, elle est constituée autour de ces deux quantités, qui ne sont pas du tout les mêmes, hein. Parce que les auteurs sont évidemment connus uniquement dans une petite fraction des cas. À supposer que les victimes aient été déposées plainte. En matière de violence contre les femmes, 80% des faits sont inconnus. Voilà. Donc, on a ces deux objets, les victimes et les auteurs. Alors, si vous avez bien la slide suivante, on a trois sources statistiques principales qui permettent de décrire des tendances en ce qui concerne les victimes. Bon. Les statistiques sanitaires, essentiellement les décès, les causes de décès.
Les statistiques de police, enfin, donc là, c'est des enregistrements qui sont faits à partir de catégories pénales. C'est-à-dire que le droit pénal, il définit les infractions d'une certaine manière. Et donc, la police les enregistre par rapport à cette définition du droit pénal. Ce qui fait que, voilà. Et la troisième, c'est les enquêtes dites de victimation. Donc, c'est des enquêtes qui sont faites auprès des victimes. Et la raison pour laquelle il y a ces enquêtes, eh bien, c'est que la statistique de police ne connaît qu'une petite partie de la délinquance, puisque, encore une fois, toutes les victimes qui portent pas plainte et toutes les plaintes qui sont pas prises par la police sont inconnues de la statistique de police. Donc, les enquêtes de victimation, c'est l'outil le plus complet qui existe. Bon, il n'est jamais cité par les ministres en France, mais dans d'autres pays, les ministres de l'Intérieur l'appellent la source qui fait autorité. Bien. Alors, si, et ce qu'on compte le mieux, et ce dont je vais surtout parler, c'est les homicides. Parce que les homicides, c'est à la fois ce qu'on compte le mieux et c'est indicatif d'un problème social important. Quand vous avez des homicides liés au trafic de drogue à ciel ouvert, bah, c'est un signal très fort hein, de la manière dont le trafic opère. Bon, donc c'est un indicateur très fort. Donc, après, je suis là sur la slide 4 où on voit la géographie des homicides. Donc, ce qui est peut-être intéressant à savoir, c'est si on fait une sorte de photo globale hein, des homicides compilés par les Nations Unies, on voit en fait que les pays d'Europe, à quelque chose près, d'Europe de l'Ouest, un peu, et d'Europe centrale dans une moindre mesure, en fait, sont les pays les plus sûrs du monde. C'est-à-dire c'est les pays dans lesquels il y a le moins d'homicides avec des parties de l'Australie. Voilà. Donc, d'un point de vue global, on est l'endroit du monde où, si on appelle sûreté le fait de ne pas être tué, on est dans l'endroit du monde le plus sûr. Si on va à la slide suivante, on voit qu'en tendance historique, donc il y a des historiens, des criminologues, quantitativistes, historiens, qui ont fait des synthèses des travaux qui ont été réalisés depuis 600 ans. Donc, on a une idée de l'évolution de la fréquence des homicides à partir des registres qui étaient tenus par l'Église, puis après, qui vont être tenus par l'État lorsque la sécularisation va avancer. Donc, en fait, on sait qu'on est aujourd'hui dans la période de l'histoire connue, donc avant 1300, on ne sait pas, la période de l'histoire connue où les taux d'homicide sont les plus faibles. Et surtout, comme vous devez le voir le graphique qui s'appelle homicide tendance longue, tous les pays d'Europe suivent les mêmes tendances. C'est pas, c'est un phénomène, la violence est un phénomène qui n'est pas spécifique à un pays particulier. Bon, je n'entre pas dans les raisons pourquoi, on pourra peut-être en discuter, mais les tendances générales sont les mêmes. Voilà. Donc, on est au moment de l'histoire où il y a le moins d'homicides dans la zone du monde dans lequel il y a le moins d'homicides. Et malgré ça, comme vous l'avez dit, la violence est au cœur des enjeux politiques. Bien. Et si on va à la slide suivante, la 6, hein, les atteintes aux biens en Europe. Donc là, on regarde les tendances pour un certain nombre de pays européens depuis les années 60. Et à nouveau, on va voir que les tendances de la criminalité, en fait, elles sont liées à la transformation des modes de vie et elles sont pas liées aux caractéristiques des systèmes de police ni au système judiciaire. C'est les volumes de crimes et délits, ils se transforment avec les modes de vie. On pourrait peut-être y revenir. Voilà. Donc là, vous avez différents pays, ils ont tous une couleur différente et vous les voyez évoluer depuis les années 60 jusqu'au milieu des années 80, début des années 90, où en fait, dans tous les pays, on va toucher un sommet, un plateau pour les atteintes aux biens, hein, et puis ensuite, on va avoir une réduction de la fréquence des atteintes aux biens. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant toute la période où les sociétés européennes sont devenues de plus en plus riches, ben, il y a eu de plus en plus de vols. Et sont les vols, en fait, qui, dans la statistique de police, donnent, disons, le goût à la statistique de police. Ce sont les éléments les plus fréquents. Voilà. Donc, on a une diminution de la violence homicide jusqu'à la période récente et par contre, on a eu une augmentation très importante de l'atteinte à biens avec l'enrichissement de la société. Si on revient, et c'est la slide 7, la suivante, là, ça sont les évolutions récentes des homicides.
Donc, je me passe plus depuis 7 siècles, mais uniquement depuis 1990. Et ce que vous voyez, c'est la même chose, c'est qu'en fait, l'ensemble des pays européens sont engagés dans une spirale de baisse de la violence homicide. Bon. Donc c'est intéressant parce qu'il y a une telle force des propositions politiques qui verraient un ensauvagement de la société ou une décivilisation. C'est intéressant parce qu'en fait, c'est le contraire qui est observé par la criminologie quantitative et par les travaux qui sont faits à l'échelle de toute l'Europe. C'est pas des travaux d'une personne, hein, que je cite là, c'est vraiment travail de recensement des États et des experts. Bon. Euh, et si vous regardez la période toute récente pour la France, c'est la slide 8, où on voit les homicides et les tentatives d'homicide. Ça, c'est le SSMSI, c'est le service statistique du ministère de l'Intérieur. Ce que vous voyez, c'est vraiment qu'il n'y a pas de tendance à l'élévation de la fréquence des homicides au sens d'une tendance forte, hein. On est tout en bas de la tendance historique et tout en bas de la tendance historique, ben, on a des petites fluctuations d'une année sur l'autre, mais qui ne sont pas une contre-tendance, hein. Là où il y a une contre-tendance, c'est le petit graphique qui est en haut à gauche de la slide 8, c'est sur les tentatives d'homicide. Parce que les tentatives d'homicide, c'est une interprétation subjective des magistrats sur les motifs des coups. Alors que les homicides, c'est pas une interprétation subjective, c'est une constatation médicale du décès. Donc, mais par contre, si vous lisez le Figaro de manière répétée, vous verrez qu'il peut y avoir certains organes de presse qui vont confondre les deux quantités. Alors que si on est plus raisonnable, on ne va pas le faire. Si vous regardez les mineurs, il y a un énorme enjeu autour de la délinquance des mineurs pour des tas de raisons dans lesquelles je n'entre pas. Et là, c'est des statistiques du ministère de l'Intérieur, donc c'est ce qu'on appelle les mises en cause. Donc là, on n'est plus en train de regarder les faits, on est en train de regarder les nombres d'auteurs mis en cause. Ça ne veut pas dire qu'ils ont été condamnés, ça veut dire que la police les suspecte. La mise en cause, c'est une accusation policière. Donc ils sont accusés par la police d'avoir commis des infractions, et vous voyez que à partir, disons, du fin des années 2000 jusqu'à aujourd'hui, on a une baisse tendancielle assez forte du nombre de mineurs mis en cause pour des infractions pénales. Et le petit graphique d'en dessous que vous voyez pas, il montre la part qui concerne, y compris les homicides, c'est la ligne du bas. Donc, on est absolument pas dans une configuration où il y aurait une soudaine élévation de la violence homicide générale ni des mineurs. Pas du tout. C'est pas du tout ce qu'on peut observer. Par contre, les faits qui sont mis en avant par certains médias sont réels. C'est-à-dire qu'il reste des homicides en France et c'est pas une invention totale. Mais voilà, c'est la confusion entre les faits et les tendances. Les faits existent, mais ils n'illustrent pas une tendance à l'élévation. Et tout le travail de rhétorique, voilà, c'est de confondre les deux. Il vous reste 3 minutes 30. Ok, bon, je m'arrête quand vous voulez. Si vous regardez du côté de la délinquance, enfin de la consommation de cannabis chez les adolescents, vous voyez, alors ça c'est des statistiques sanitaires, c'est des enquêtes faites par Escapade, etc. Vous voyez qu'il y a une diminution assez spectaculaire de l'usage du cannabis. Donc même si on prend d'autres indicateurs d'une gravité moindre, on voit des tendances à la transformation des comportements et la diminution d'un certain nombre de comportements associés à des risques. Voilà. Bon, je vais sauter la slide 11 où il y a les mineurs mis en cause et les homicides, hein, parce que donc depuis 2017, il n'y a absolument pas de variation. Et puis je vais glisser vers la slide 12 où on voit les femmes victimes d'homicides dans les différentes régions d'Europe. Et là, c'est la même chose qui se produit. C'est-à-dire qu'on n'a pas de tendance à l'augmentation de la fréquence des féminicides. Donc, ils se produisent toujours et ça reste un problème de santé publique extrêmement important et un problème de police, évidemment, bien sûr, mais on n'a absolument pas de tendance à l'aggravation de la situation. Ce qu'on a, et c'est la slide suivante, qui s'appelle numéro 13,
Vous voyez à droite la partie avec les bâtonnets bleus. Et ce que vous voyez, c'est la partie basse des bâtonnets bleus. C'est le recensement des faits antérieurs à l'année où ils sont déclarés. Et ce que vous pouvez voir, c'est que 2016 à 2023, en fait, la taille de la partie basse des bâtonnets en bleu foncé augmente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on est sur les violences conjugales, on n'est plus sur les homicides, hein, mais les femmes ont une propension à déclarer aux autorités les faits qui sont produits dans le passé et cette déclaration des faits dans le passé pour les années contemporaines, ben, elle provoque une élévation de la fréquence apparente des violences conjugales. Voilà. Donc, on a un phénomène de rattrapage en fait de faits cachés qui sont maintenant déclarés, ils sont vraiment produits, mais ils sont maintenant déclarés aux autorités. Je vous dis deux mots si vous voulez, mais vous m'arrêtez des marchés de la drogue à ciel ouvert. Donc, ce qui se passe, le grand phénomène qui s'est produit avec la violence qui est associée au marché de la drogue à ciel ouvert, c'est la transposition d'un modèle qu'on connaissait aux États-Unis, dans les grandes villes américaines, et qui s'est déplacé en Europe, et pas simplement en Europe du Sud ou en Europe de l'Ouest, comme dans le cas de la France, mais également en Europe du Nord. Donc, dans des pays qui, à nouveau, ont des systèmes pénaux, des systèmes légaux, des États-providence complètement différents. Voilà. Donc il y a ce développement. Et ce développement, en fait, il a la même structure dans les villes suédoises et dans les villes françaises. Bon, je donne juste une illustration, c'est slide 15. Là, on est à Malmö et on voit, si vous voulez, les tirs mortels, non, les tirs, y compris non mortels, ils sont représentés par des points noirs et les zones grisées, c'est les espaces défavorisés. Et on voit la superposition, en gros, entre les affrontements entre groupes rivaux pour distribuer des produits stupéfiants et l'implantation, en fait, de ces conflits dans les zones défavorisées. Donc, en fait, on ne peut pas vraiment penser le trafic de drogue et les combats à l'arme de guerre pour défendre des zones de chalandise indépendamment des conditions socio-économiques. Et c'est exactement pareil à Marseille. Si vous prenez la carte Marseille 2023-2022, qui est la partie, la slide 16, ben vous voyez exactement une configuration qui ressemble à celle des grandes villes suédoises, avec la concentration des tirs. Là, c'est les homicides. Hein, dans les zones qui sont aussi les zones les plus défavorisées, donc les phénomènes sont complètement imbriqués. Voilà. Je peux m'arrêter. Et ouais, en une phrase de conclusion, parce on vient d'épuiser les 15 minutes. Voilà, une phrase de conclusion, parce que je ne vous ai pas montré, c'est que, en gros, les politiques qui misent tout sur la police pour réduire, par exemple, le trafic de drogue, les opérations supposées place nette, là, c'est le nom qu'on leur donne en France, hein, sont réputées par la littérature des économistes principalement non efficaces. Donc il n'y a pas d'efficacité du fait de s'en prendre frontalement et de multiplier les interpellations. C'est une mauvaise approche du problème. Et pareil pour les contrôles d'identité. C'est une méthode, on peut diminuer la fréquence des contrôles d'identité par 10, en faire 10 fois moins, sans que ça ait d'effet sur la criminalité. Donc il y a des limites voilà, assez marquées à une approche uniquement policière des faits criminels, en dépit du fait que le débat politique soit aujourd'hui complètement centré sur les dimensions policières de la lutte contre différentes formes de criminalité. Merci infiniment, Monsieur Rocher, pour effectivement cette présentation, cette introduction un peu générale sur finalement la baisse des homicides et donc de la violence de manière générale, mais le ressenti étant évidemment différent, comme on l'a dit en introduction. Puis donner quelques clés de lecture sur ces fameuses statistiques à qui on peut dire beaucoup de choses. Donc merci infiniment. Je laisse la parole sans transition à Agnès Touvenot, donc, qui est première adjointe de la ville de Villeurbanne et qui va nous redonner, point de vue échelle locale, finalement, le pouvoir de police des maires pour les nuls.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais tenter une espèce de synthèse de à quoi sert le maire en termes de sécurité et le rôle de la police. Je parle sous le couvert de tous les autres spécialistes et notamment mon collègue Yann Krombeck qui est adjoint à la sécurité. Voilà, le maire, c'est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires au maintien de l'ordre, de la sécurité et de la tranquillité et de la salubrité publique. Et rien qu'avec ces quelques mots, en fait, on voit qu'il englobe finalement l'ensemble des politiques publiques. Et donc, c'est comment, et comme l'a dit Sébastien Rocher, en fait, c'est comment est-ce qu'on distingue police et sécurité. Et on voit qu'il y a plein d'autres choses qui relèvent des enjeux de sécurité qui dépassent simplement notamment les seuls pouvoirs de la police municipale. On va y revenir. Euh, donc, dès le 19e siècle et dès la Révolution française, en fait, les maires sont dotés en fait de pouvoirs de police. On a eu un mouvement de très fort développement des polices municipales au 19e siècle jusqu'en 1884 où en fait Napoléon a étatisé une grande partie des polices et notamment a confié finalement aux polices municipales, même si elles existaient encore, que des pouvoirs de police administrative. Je vais très vite, hein, mais sous Vichy, en fait, on a vraiment l'instauration d'une police d'État. Et c'est en 1966 qu'elles sont créées la police nationale. Et en fait, dans ce mouvement-là, on a des maires qui continuent à avoir des polices municipales, mais qui finalement sont petit à petit, on leur enlève un certain nombre de pouvoirs. Après, on a le mouvement de la décentralisation à partir des années 80, où les maires revendique de pouvoir à nouveau prendre de remobiliser des pouvoirs de police beaucoup plus fortes, jusqu'en 99 qui a donné l'autorisation à la police municipale d'être armée. Voilà, ça c'est la grande perspective très historique, hyper rapide. Bon, je pense que ça va beaucoup trop vite et que tous les spécialistes diront quand même c'est un peu trop court, mais voilà, on n'est pas là pour faire un cours sur les polices municipales, mais peut-être se dire aussi quand même que le pouvoir de police, il est sous le contrôle de deux autorités et ça vient quand même beaucoup complexifier pour les habitants, bon déjà pour les élus pour comprendre au début de mandat, mais aussi pour les habitants, ce qui relève des pouvoirs de police qui sont sous le contrôle du procureur et d'autres qui sont sous le contrôle du préfet. Sous le contrôle du procureur, on a l'état civil, on a toutes les infractions pénales, donc bruit, trouble du voisinage, urbanisme. On a tous les enjeux de psychiatrie et notamment quand on interne d'office, on a bien sûr la privation de liberté. Ensuite, elle est contrôlée par le juge des libertés. Et puis, sous le contrôle du préfet, on a des pouvoirs de police générale et des polices spéciales, notamment les édifices menaçant ruine, les polices funéraires, les débits de boissons, les logements. Et donc, on a des registres différents selon d'infractions qui relèvent soit du procureur, soit du préfet. Et ça, en fait, on voit que ça complexifie énormément en fait le paysage local, notamment de bonne compréhension pour les habitants, parce que quand on pense par exemple entre urbanisme et logement, en fait, on a des registres qui s'imbriquent et certains sont de registres du tribunal judiciaire, de l'autre du préfet. Et on voit que ça, notamment sur la complexité, notamment autour des politiques du logement, on voit que pour les maires, pour les élus locaux, c'est un sujet qui monte énormément notamment sur les grandes villes, entre ce qui relève du code de l'habitat et de la construction et du code de la santé publique et du règlement départemental de santé où on a des procédures administratives qui sont extrêmement, qui relèvent de leur propre calendrier, des propres autorités, notamment vis-à-vis de l'ARS. Et de l'autre côté, on a tout ce qui relève des infractions à l'urbanisme, qui elles aussi relèvent notamment du procureur où là aussi on a des temporalités qui sont distinctes et on a des registres, des registres de législation qui sont très distincts. Et ça aide pas à aider la lecture pour les habitants. Peut-être sur la slide suivante, alors en grand pâté, mais voilà, les pouvoirs de police administrative et les pouvoirs de police judiciaire. Et donc ça, c'est du compétence de la police municipale. Et ensuite, peut-être le dernier point, ce qu'on voit, et peut-être que c'est peut-être deuxième d'autres slide, puisqu'on diffusera le PowerPoint, c'est en fait quand même le triple mouvement qu'on observe. C'est un investissement accru de la part des collectivités territoriales sur les enjeux de sécurité,
qui fait des maires les nouveaux patrons de la sécurité locale. Donc, quelques chiffres issus du panorama de la police municipale qui a été publié au mois de là, dans l'année. Euh, au début du mandat, en 2020, il y avait 4,9 policiers pour 10 000 habitants. Maintenant, on passe à 6. Et sur les caméras, en moyenne, il y avait 66 caméras. À la fin du mandat, là, en 25, on passe à 126 caméras en moyenne dans les communes. On a une augmentation parallèlement très forte. On a une augmentation des effectifs des polices municipales. Ce que, ce qu'on voit ici, c'est qu'aujourd'hui, on a une forte pression, notamment de la part de la police nationale et de la gendarmerie, pour que les collectivités territoriales augmentent très fortement leurs moyens dédiés à la sécurité et qui conditionne, et donc la police et la gendarmerie conditionnent les coopérations à un certain nombre d'équipements. Je pense à la vidéosurveillance, je pense aux horaires étendus de la police municipale, et on voit que quelque part, pour avoir des coopérations territoriales fortes entre l'État et en matière de sécurité, en fait, il y a un peu une course à l'échalote sur les moyens mobilisés par les collectivités territoriales, dans un contexte aussi de très forte concurrence entre les collectivités territoriales sur les régimes indemnitaires, sur les niveaux de rémunération, sur les conditions qui accompagnent la manière, les conditions de travail des policiers municipaux, et en tout cas sur la métropole de Lyon, on a une forte concurrence entre les communes. Dès qu'il y en a une qui augmente le régime indemnitaire, vous pouvez être sûr qu'il y a un afflux de candidatures dans cette commune, et puis inversement, voilà. Donc ça, c'est un vrai sujet. Deuxième point, c'est qu'on voit que dans la coopération, il y a bien sûr donc la police nationale, la police gendarmerie, mais il y a aussi les bailleurs sociaux, les acteurs judiciaires, les associations, et on voit qu'en fait aujourd'hui, notamment l'importance prise par le CLSPD, mais quand même que la participation et qu'un CLSPD actif, il est quand même lié à un maire qui s'est saisi et qui fait de la sécurité un sujet majeur. Sinon, finalement, ces espaces de contractualisation, ils sont un peu déserts. Et puis, peut-être le troisième point, c'est l'essor de la sécurité privée. Alors, bien sûr, à l'échelle nationale, ça, on le sait bien, mais en niveau local, notamment sur toute la question événementielle, c'est un élément extrêmement important. Et aujourd'hui, nous, à Villeurbanne, quand on fait un événement culturel, aujourd'hui, plus d'un tiers des dépenses, entre 30 et 40% selon les événements, est dédié à la sécurité et notamment aux mobilisations qu'on a à faire d'agents de sécurité privés, et ce qui obère forcément des dépenses, notamment en matière culturelle. Donc ça, c'est un sujet Merci Agnès. important. Et voilà. Et puis peut-être juste pour terminer, c'est que quand même globalement, la sécurité, c'est un sentiment qui est diffus, qui agrège beaucoup de politiques publiques, qui ne relève pas forcément la sécurité. Tout ce qui est cadre de vie et propreté, la question des commerces, notamment toute la question des commerces illicites, et je le disais tout à l'heure, la question du logement, qui est à la croisée de la police, de l'habitat indigne et questions de santé. Et globalement, on est quand même un peu impuissant sur le sujet. Et enfin, la question du domaine public. Aujourd'hui, autour des domaines publics, c'est aussi le rejet de la pauvreté et de l'étranger qui est extrêmement fort, et que dans la discussion avec les habitants, ça ressort très fortement au-delà des nuisances réelles ou supposées. Voilà, j'ai tenu un peu plus longtemps, pardon. Merci, c'est parfait. 7 minutes, comme on t'y avait autorisé. Et je regarde le timing. Je vous propose, on va un peu détricoter ce qu'on avait prévu, parce qu'on devait parler de prévention avant de faire intervention. Mais il y a une contrainte donc de notre élu de Montpellier, que je remercie d'être là, Sébastien, et Sébastien Cotte, qui est adjoint au maire de Montpellier, donc Michael Delafosse. Et je vais lui laisser la parole, mais vous allez me suivre. Donc on est sur Merci. la partie 2, volet intervention. Je te laisse la parole pour 4 minutes. C'est bon, vous m'entendez? Parfait. Merci Florian, et effectivement toutes mes excuses, mais voilà, je suis mobilisé sur une représentation effectivement de Michael Delafosse à 20h. Donc Sébastien Cotte, adjoint maire de la ville de Montpellier, et rapidement, mais je suis adjoint à la tranquillité publique et à la protection de la population, et nous avons bien souhaité avec le maire de Montpellier ne pas utiliser le terme de sécurité dans ma dénomination de poste. Alors, je vais vous présenter effectivement un aspect important, c'est-à-dire ce que nous avons fondé, c'est-à-dire des postes mobiles de police municipale. On s'est doté
de 3 postes mobiles de la police municipale. Vous l'avez sur le slide pour un coût unitaire de 130 000 euros à peu près. Évidemment, nous avons en parallèle fermé les postes fixes de police municipale, hein. Donc, on fait par ailleurs des économies de gestion et de moyens. Euh, donc évidemment, on a eu aussi des cofinancements, notamment de la région. Donc ce sont 3 postes, 2 postes mobiles et un poste dit de commandement. J'en reparlerai parce que ça nous aide notamment lors des très grandes manifestations. Et vous le voyez, donc il fonctionne sur la ville de Montpellier par demi-journée. Deuxième slide. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On fait ça parce que on a comment dire, une conviction, c'est que la police municipale, et j'ai pas le temps de développer, mais c'est pour nous, enfin, c'est la seule vraie police de proximité, et je pense que plus le temps passe et plus nous allons aller vers ce genre de choses-là. D'abord, la police municipale n'a pas besoin de guichet fixe, elle ne délivre pas de plaintes, elle ne délivre pas énormément voilà, de documents. Deuxième chose, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que aujourd'hui, on a une vraie demande de sécurité, hein. Je comprends très bien la différence entre sécurité et sentiment d'insécurité, mais effectivement, nous, on est des élus locaux, on fait avec les chaînes d'infos en continu, on fait avec tout ce qui se passe dans le monde, on fait avec aussi les incivilités, parce que j'ai bien entendu qu'il n'y avait pas de hausse, sauf récemment quand même, des homicides. Je tiens à dire quand même hors terrorisme, hein, et je pense que ça a beaucoup frappé et beaucoup touché notre société. Mais il se trouve que, au-delà, nous, on est interpellés sur tout ce qui est tranquillité, nuisance sonore, tout ce qui va être occupation illicite du domaine public. Et les citoyens, ils ont envie, effectivement, de voir des policiers sur le terrain. D'autre part, dans certains quartiers, et on l'a testé, puisque nous avions des postes fixes de police municipale dans des quartiers en particulier de politique prioritaire de la ville, il ne se passait rien. C'est-à-dire que personne ne rentrait dedans parce que personne ne voulait se faire voir en train de rentrer à l'intérieur de ce poste de police. Et donc, il y avait des policiers qui étaient à l'intérieur du poste et qui attendaient toute la journée et qui n'étaient pas dehors. Voilà. Donc, c'est pour toutes ces raisons que on a opté pour la fermeture des postes fixes et la création de ces postes mobiles. Troisième slide. Comment? Donc, effectivement, nous avons 2 fourgons qui sont actifs par demi-journée sur toute la commune, puisqu'il y en a toujours un qui est au garage au cas où un des 2 autres tomberait en panne. Ils sont donc déployés quotidiennement, alors évidemment en fonction des possibilités, c'est-à-dire que vous savez très bien que on a parfois des effectifs qui sont en formation, on a parfois des effectifs qui sont en congé maladie, qui sont en arrêt de travail. Bon, donc c'est pas toujours simple, mais globalement, l'idée, c'est 2 fourgons actifs par demi-journée sur toute la commune. Donc, ils travaillent, il y a 4 à 5 agents par vacation, comme je vous l'indique, un chef de service, bien sûr, pour la coordination. Et l'idée, c'est évidemment, on le voit sur les photos, que le poste, il est placé dans un endroit assez central. Il y a un agent qui est là et qui ouvre, et par ailleurs, les autres agents sont en patrouille pédestre tout autour et dans le quartier. Et donc, ça permet effectivement un vrai contact avec les commerçants, avec les riverains, sans forcément, comme je le disais, que dans certains quartiers, il y a des gens qui n'osent pas s'approcher de la police. Donc, il faut faire de l'aller vers. Et c'est vraiment le rôle de la police municipale. Voilà. Alors ensuite, on a le poste de commandement. Alors là, effectivement, c'est plus particulier. C'est pour les grands rassemblements puisque c'est une mini salle de crise à l'intérieur avec renvoi de caméra, avec un mât télescopique, etc. Enfin, dernière slide. Ça donne quoi? Ça donne un fonctionnement de 9h à 13h, de 14 à 19h dans tous les quartiers de la ville. Ça donne, vous avez en quelques chiffres, hein, en 2024, hein, 192 sorties, 834 visiteurs, etc. Je ne développe pas. Ce qui est très important, et je le dis, c'est aussi, et c'est important pour le maire, c'est la flexibilité d'intervention. C'est-à-dire que bien évidemment, on a une planification de nos interventions, mais on est aussi en capacité de réagir lorsqu'il y a eu un événement
sur la commune, un peu impactant ou qui suscite de l'émoi, et bien, immédiatement, le maire me demande de pouvoir installer ce poste mobile sur la demi-journée ou les deux demi-journées qui suivent. Et évidemment, ça permet quand même d'être visible, de discuter et de rassurer. J'ai vu passer une question rapidement. Oui, la police municipale de Montpellier est armée. Nous sommes dans le sud de la France. Et si nous ne l'étions pas, nous ne recruterions strictement personne. Je rappelle que nous nous situons entre Nice et Perpignan, si vous voyez à peu près Montpellier. Voilà la problématique. Voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long et avoir respecté le timing, Florian. Parfait. Voilà. C'est parfait. Merci Sébastien. Ouais, merci pour cette présentation. Et je tiens à dire que ça vaut aussi pour les villes moyennes, puisqu'à Laval, nous avons un poste mobile de police municipale également qui permet de sillonner les quartiers, d'être là aux manifestations. Et on l'a eu pour moins cher. Voilà, on est à disposition également. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Merci Sébastien Antolivert. Merci. On revient à ma première partie, prévenir si ça vous convient, même s'il y a un volet prévention dans le poste mobile de police, évidemment. Et sur la thématique d'éducation à la citoyenneté, de prévention des violences, bref, Rosé a une très belle initiative, une maison de la prévention et de la tranquillité publique. Et donc, je laisse la parole à Fabienne Delétang, qui est déléguée à la tranquillité publique à Rosé, que je remercie de sa présence. Fabienne, non? Oui. Faut juste mettre le micro. Parfait. Ah, on vous entend pas. On voit que vous essayez de parler, que vous avez le micro ouvert, mais ça ne marche pas. Je vous propose juste de passer à quelqu'un d'autre le temps qu'on essaie de trouver une petite solution technique. Et donc, je laisse la parole à un Lavallois. J'espère qu'il est connecté, oui. Donc, Patrice Morin, qui est donc adjoint en charge du logement, mais aussi à la question des sécurités. Patrice, je te laisse la parole. Merci, vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Merci, merci Florian. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais essayer de tenir le timing. Parler du Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance qui a été installé, ou plutôt réinstallé sur Laval, et permettre de donner quelques incontournables au départ pour justement en faire, comme ça a été évoqué tout à l'heure, un espace vivant. C'est à mon avis favoriser la mise en place d'une action quotidienne et collective, développer une politique de prévention qui s'adresse au plus grand nombre et dans le même temps s'attacher le plus finement possible, on en viendra sur quelques exemples tout à l'heure, aux actions de suivi individuel. Et enfin, rendre l'action crédible en se dotant de moyens conséquents, ça a été évoqué ici et là, et en portant un message politique réaliste et clair, selon moi, avec notamment ce qui nous a permis de démarrer une action cohérente pour nous, le recrutement d'une coordinatrice CSPD. Alors sur le premier slide, vous avez rapidement la partie, je dirais, institutionnelle et opérationnelle, comment se décline un CSPD plénier qui rassemble une cinquantaine de personnes, qui a pour vocation de définir les perspectives locales en fonction des besoins. C'est une réunion qui se tient une fois par an, c'est une grande messe. Quelque chose qui est beaucoup plus fin, beaucoup plus régulier, beaucoup plus intéressant, c'est le CSPD restreint avec le préfet, en l'occurrence la préfète de la Mayenne, le maire, le procureur et l'adjoint à la sécurité. Et puis donc on a des groupes de travail et d'échange d'informations qui ont vocation thématique ou territoriale. Sur la deuxième slide, vous avez le schéma global de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance, sur lequel je vais m'attacher, puisque le temps m'est compté, à vous donner quelques exemples marquants, selon moi, sur la tranquillité publique, la mise en place d'une cellule de veille tranquillité publique, un groupe de partenariat d'opérations personnelles avec les services de l'État, ce qu'on appelle un GPO, pour positionner, ce qui est intéressant, hein, ça se passe toutes les 3 semaines environ, et j'y assiste aussi régulièrement que possible au commissariat, et c'est la mise en place d'un baromètre d'ambiance des quartiers avec les bailleurs, avec les intervenants sociaux. C'est quelque chose qui est assez précis et assez riche.
une stratégie de vidéoprotection hein, avec un déploiement conséquent sur Laval depuis le début de notre mandat. La consolidation, ça a été aussi évoqué par l'intervenant tout à l'heure d'un réseau violence intrafamiliale. Et puis, on vient d'en parler dans une proportion moindre d'un poste mobile de sécurité. Pour l'instant, on n'en a qu'un. Sur la partie prévention, éducation, citoyenneté et Que ça parentalité. soit déjà arrivé, c'est à peine envoyé. Bah, c'est-à-dire que moi, j'étais à faire quelque chose. Alors, je reprends. Vas-y. Je reprends. Sur la partie prévention, éducation, citoyenneté et parentalité, une action qui me paraît être un enjeu important de prévention en direction des moins de 12 ans, hein, qui est quand même un public très fragile, identifié et problématique, parce qu'il échappe souvent à beaucoup de radars. Un dispositif de prise en charge en soirée des 5, 11 ans ou 12 ans dont les parents travaillent en horaire décalé. Ce sont des exemples que je vous donne, hein, bien évidemment. Et la détection, un système de détection des jeunes en situation de basculement vers ce qu'on appelle le narcotrafic. Et ça a été l'objet de plusieurs interventions et d'un ciné-débat qui a intéressé les jeunes à la question. Une particularité lavalloise, c'est la mise en place en fin d'année dernière de cellules de veille territorialisées que je co-préside, qui nous permet, on a coupé la ville en quatre, hein, grosso modo, hein, c'est quartier par quartier, ça nous permet d'échanger sur l'actualité, l'ambiance dans les secteurs et déterminer avec les acteurs de secteur en proximité les actions à mettre en place. Un autre élément sur lequel Florent Berco est très attaché, le Conseil pour les droits et devoirs des familles, en gros, c'est reprendre le fil des discussions hein, qui a souvent été interrompu entre les parents, l'enfant, l'école, l'institution, et il s'agit en fait d'un rappel à l'ordre du maire. Il s'est réuni 4 fois depuis sa mise en place cette année, et on a surtout traité de situations d'absentéisme. Sur le constat, le bilan et les perspectives qu'on peut dresser depuis 2 ans, la part des mineurs, et ça c'est notable, ça nous a été quand même confirmé par la procureure, sur les faits de délinquance est en nette diminution sur la ville de Laval. On observe aussi une amélioration de la tranquillité publique, une articulation des actions avec la recommandation de la Convention citoyenne hein, qui a été menée sur Laval tout au long de l'année 2024. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'adaptation et la réactivité de l'outil et le partage de l'info. Et je vais prendre un seul exemple, quand on imagine partager de l'info avec les uns et avec les autres, c'est notamment le suivi des personnes en errance sur la ville. Petite conclusion en ce qui me concerne, puisque j'ai une délégation aux sécurités avec un S et j'y tiens beaucoup, c'est parler de sécurisation des parcours de vie. À Laval, c'est de la maison des 1000 premiers jours, ça a été évoqué très récemment entre nous, à la mise en place de territoire zéro chômeur. Voilà, j'ai dû tenir le temps à peu près. Évidemment, il y aurait 1000 choses encore à dire, mais je me tiens à votre Merci. disposition. Voilà, Tu as donné merci. beaucoup d'exemples de ce qui peut être fait, mais on pourrait revenir dans la partie questions-réponses. Merci Patrice. Je relaisse la parole donc à Fabienne qui nous a rejoint sous un autre pseudonyme. Oui, tout à fait. Vous m'entendez là, c'est bon? Parfait, merci Fabienne. Ok, bonsoir. Donc, je voulais préciser que Rezé est une ville de 44 000 habitants et elle est dans la première couronne de l'agglomération nantaise. Ça a son importance. C'est une ville qui est encore mixte, qui a un QPV. Et nous sommes une équipe citoyenne arrivée en juillet 2020. Donc, la Maison de la Tranquillité publique est un des projets phares de ce municipe en termes de prévention. Alors, c'est quoi la Maison de la Tranquillité publique? C'est un lieu central qui va ouvrir début 2026, qui est clairement identifié et bien desservi pour que justement il soit accessible à la population et il est dans le quartier prioritaire. Il a été conçu pour renforcer l'accueil des victimes, l'accueil des habitants. C'est un accueil que nous avons voulu respectueux et sécurisant. C'est aussi pour renforcer la culture de la prévention dans notre ville.
Et enfin, on voulait être plus efficace avec un outil central, accessible, et surtout, on voulait aussi rendre visible l'action de la ville. Alors, les missions de ce lieu, qui ont été définies collégialement et selon les problématiques du territoire, c'est d'abord accueillir et écouter les victimes pour pouvoir leur apporter une réponse de premier niveau, ou également les aider dans leur démarche de pré-plainte. C'est aussi améliorer la prise en charge des signalements, accompagner les plus fragiles, développer, comme je vous l'ai dit, la prévention, mais aussi faciliter les démarches en lien avec la tranquillité publique. Et enfin, on a souhaité pouvoir fournir aux habitants des infos sur la réglementation. Donc, je vais vous dire maintenant pourquoi nous avons décidé de créer ce lieu, parce que lorsque nous sommes arrivés en responsabilité en 2020, l'été 2020, eh bien, la ville a subi une vague de cambriolage inédite, mais vraiment, d'ailleurs, on a eu malheureusement la chance de faire la une des journaux nationaux, ce qui a généré un sentiment d'insécurité exacerbé, vous vous en doutez. On a été bien évidemment interpellés sur nos compétences, sur notre action, que fait la mairie face au cambriolage, etc. Et puis la question de l'aide aux victimes a été posée. Dans le même temps, il y avait aussi des questions organisationnelles. La direction de l'ATP a été un service en mutation, avec une mutation de la direction de la réglementation en direction de l'ATP en 2018. Et puis le CLSPD qui a été juste créé, qui n'avait pas de vie réelle, la coordination était inexistante, il y avait peu de culture de la prévention et de la proximité, justement, à ce moment-là. Alors, comment est-ce que nous avons fait pour créer ce dispositif? Alors, il y a eu, à notre arrivée, nous avons mis en place une conférence citoyenne, parce que nous avions, comment dirais-je, pris l'engagement auprès de la population de traiter la question de la police municipale. Rezé n'en était pas dotée, c'était une question qui était en suspens depuis plusieurs mandats. Et donc, nous avons consulté les citoyens sur cette question et sur la question de la tranquillité publique. Alors, cette conférence nous a fait des préconisations qui ont conforté notre positionnement quant à la prévention, et aussi qui ont demandé plus de présence humaine sur le terrain. Et il y a eu un énoncé fort qui était: le service de tranquillité publique doit être connu, visible et facilement accessible à tous. Il y a eu également une consultation, comme je vous l'ai dit, citoyenne, qui a suivi la conférence citoyenne, a validé la création d'une police municipale de proximité. Alors, face à ces décisions prises en concertation avec la population, eh bien, on a décidé de créer la Maison de la Tranquillité Publique, et on avait en effet un local disponible qui était l'ancienne trésorerie municipale. Donc, nous avons choisi de rénover. Nous avons également fait des choix, donc un renforcement de la présence sur l'espace public, des médiateurs, bien sûr, mais aussi des policiers. Et nous avons regroupé tous les intervenants de la tranquillité publique dans cette maison de la tranquillité publique, puisque nous voulions qu'il y ait une cohérence et une offre dans le même endroit pour la population. Nous avons également formé le personnel d'accueil à l'accueil de personnes fragiles ou de victimes. Alors, les enjeux, maintenant, que nous avions face à ce dispositif, c'était effectivement de pouvoir nous coordonner avec la police nationale, qui est voisine maintenant de la Maison de la Tranquillité Publique, et puis aussi de mettre en place à terme une complémentarité avec la Maison de la Justice, qui est présente sur Rezé, renforcer bien sûr vis-à-vis des habitants la visibilité de la tranquillité publique, et puis faire de ce lieu un lieu reconnu pour la prévention. Alors, ça donne quoi aujourd'hui? Eh bien, ça donne une nouvelle offre de services de proximité pour la population.
dans un lieu qui fait 500 mètres carrés et qui comporte un accueil sécurisant, respectueux, mais aussi des bureaux confidentiels pour permettre aux citoyens qui sont en difficulté de s'exprimer librement. Et ça, c'était pour nous quelque chose de fondamental. Je vous l'ai dit, c'est un lieu qui rassemble les acteurs de la tranquillité publique, que sont les policiers municipaux, les agents de surveillance de la voie publique, les agents administratifs, soit au total une quarantaine d'agents. Et donc c'est un lieu, vous le voyez sur le slide de droite, qui a pour mission d'accueillir et d'écouter les victimes, je vous l'ai dit, d'améliorer la prise en charge des signalements et d'accompagner les plus fragiles. Donc aujourd'hui, le projet a pris un peu de retard, mais il est en cours de finalisation. Il est très clairement identifié dans le quartier avec une très grosse signalétique parce qu'on veut qu'avant l'ouverture, les habitants déjà l'identifient. Et on attend avec impatience son ouverture début 2026. Merci Fabienne pour ce témoignage de la ville de Rezé. Je passe donc à un exemple marseillais de lutte contre les violences, notamment faites aux femmes sur les plages. Donc, je laisse la parole à Nathalie Tessier, donc, qui est adjointe au maire de Marseille, que je remercie de nous rejoindre sur ce webinaire. Bon, je suis très heureuse d'être parmi vous. Merci à Olivia Fortin, adjointe au maire de Marseille et élue maire du 6-8. Voilà. Je me présente, Nathalie Tessier, conseillère municipale déléguée droits des femmes et lutte contre les violences faites aux femmes. Et Olivia m'a demandé de vous parler du dispositif C'est Faire Plage. C'est Faire Plage, c'est un dispositif qui a été créé qui a été inventé par la ville de Marseille parce qu'on s'est aperçu, on le savait déjà en tant que fille, que quand on allait sur les plages, on ne pouvait pas se poser tranquillement sur la serviette et fermer les yeux sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne vous embêter. Alors, sur les sondages au niveau national, on arrive à plus de 40% de femmes entre 18 et 34 ans qui sont embêtées, mais plus jeunes aussi et moins jeunes aussi. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse quelque chose. C'est quelque chose qui est à la portée d'une municipalité si elle s'en donne les moyens. Donc, on a trouvé une association qui s'occupe de la sécurité dans les festivals à Mars Attack. Et on lui a demandé de passer, de faire une action avec nous. Ça a été la création d'un QR code avec gratuit, bien sûr, 3 boutons. Le premier, on m'embête. Le deuxième, je suis harcelée. Le troisième, je suis en danger. On ne s'est pas arrêté à simplement cette alerte parce que ça existe des alertes comme ça. On a recruté des médiateurs et des médiatrices, c'est-à-dire des jeunes Marseillaises et Marseillais, pour les mois d'été, sur toutes les plages marseillaises surveillées par les maîtres nageurs. Ces maîtres nageurs et ces médiateurs, médiatrices sont formés à la fois pour le service droits des femmes de la ville de Marseille, dont je suis responsable, et aussi par des associations droits des femmes féministes avec qui on travaille vraiment main dans la main. C'est-à-dire que sur les plages, les interventions des binômes, une fille, un garçon, le plus souvent, sont de la prévention, mais elles vont, les binômes, les médiateurs vont aussi sur les plages pour discuter avec les personnes. Ce qui fait que ça fait retomber la pression. Ça a un effet très dissuasif au niveau des gros relous, si vous me permettez cette expression un peu osée. Et ça permet la discussion, puisqu'il y a une formation, une sensibilisation, ça permet la discussion avec toutes les personnes, les filles comme les garçons, les jeunes comme les moins jeunes. Et la police municipale, la police nationale nous ont dit que ça avait fait baisser les chiffres et qu'il y avait eu des interventions. L'an dernier, on était à 70 demandes d'intervention pour violences sexistes et sexuelles sur les plages, dont 10 il avait fallu appeler la police pour une intervention, une interpellation des personnes. Je vais vous raconter juste un petit... c'est bien quand c'est concret. La semaine dernière, la Provence, le journal, un des journaux de Marseille, les Bouches-du-Rhône, était venu nous interviewer. À la fin de l'interview, on lui explique comment ça marche, etc. Tout le monde parle. Elle nous dit, est-ce que ça marche vraiment? Et on se serait cru dans un film.
arrivent 3 jeunes filles entre 13 et 15 ans. Madame, il y a un monsieur, il nous filme dans l'eau et tout. Se sont levés, les médiateurs, médiatrices nous ont plus du tout calculé, ils sont partis en mode requin jusqu'à la plage. Ils ont récupéré la personne qu'ils ont fait partir de la plage. C'était au Catalan à Marseille. Et le maître nageur qui était perché sur sa haute chaise, comme dans les films, Alerte à Malibu, tout ça, a pris son gros porte-voix et a crié nous vous signalons la présence d'un harceleur sur la plage. Si vous avez été harcelé, embêté ou importuné, venez. Et on a vu 6 autres jeunes filles débarquer. C'est-à-dire que le but, c'est la dissuasion, que la honte change de camp, mais aussi la prise de conscience. La prise de conscience, parce que quand on passe sur la plage, qu'on s'assied, qu'on discute avec les plagistes, quand on leur parle de respect, d'égalité, de droit, et d'avoir le droit d'aller à la plage, d'être libre sur la plage. Les gens, quand vous discutez, les idées avancent et ils reconnaissent et ils donnent des exemples. Et c'est quelque chose qui nous a permis de faire prendre conscience aux jeunes femmes et moins jeunes qu'elles peuvent venir à la plage tranquillement et que le respect, il est partout. Il est à la plage, il est dans la ville, il est dans les transports en commun, il est le soir, il est dans sa maison, dans la sphère privée aussi. Il y a toute une réflexion derrière qui est extrêmement intéressante dans la prise de conscience. Voilà. Et on a eu un prix, le prix Innovation Diversity et je sais plus quoi à Paris en 2023 grâce à cette initiative que nous avons Bravo. prise à Marseille. Voilà. Bravo, merci Nathalie Je vous en prie. pour cette intervention et plein soutien. Bon courage pour le retour à Merci. Marseille. Si besoin, Merci Laval vous beaucoup. accueille. Merci, c'est gentil. Donc, je crois qu'Agnès nous a quittés. Elle nous voulait nous parler du permis piéton. Et ben, ce sera pour une prochaine fois. On l'ajoutera au webinaire. Ah non, à moins que Yann, vous pouvez. C'est vous qui intervenez? Pardon. Oui, oui, sur le permis piéton D'accord, et très la bien, merci. médiation. Voilà, excusez-moi, je n'avais pas vu. Et la médiation par les pairs. Merci Yann. Voilà, Je c'est salue ça. à Villeurbanne. Voilà, on reprend il n'y a pas de plage à Villeurbanne, mais on a le permis piéton et la formation. Donc très, très rapidement, parce que je sais que le temps est compté, le permis piéton, donc ça rentrait dans le cadre, ça rentre toujours dans le cadre d'un projet d'apaisement et de sécurisation des abords des écoles et des comobilités. Voilà, c'est un mixte entre deux rencontres. Et donc on a mis toute une série d'actions concrètes en place avec les 2 objectifs principaux, donc qui sont des espaces publics apaisés et la sécurisation des déplacements piétons et vélos, notamment pour les enfants et les accompagnateurs. Donc il y a trois dimensions à la fois sur l'aménagement de l'espace public, la présence humaine et les actions de prévention. Et donc, ce permis de piéton rentre dans la politique d'action de prévention qu'on mène depuis l'année scolaire 2021-2022, avec, pour aller dans le concret, 4 étapes. Une intervention d'un policier municipal, national, pardon, dans une des classes retenues, une continuité d'action avec l'enseignante ou l'enseignant de la classe sur 4 à 6 semaines, l'examen du permis piéton proposé aux enfants et on termine par une grande journée de remise du permis piéton qu'on fait sur notre centre culturel et de la vie associative, voilà, avec une mise en situation, avec un spectacle interactif d'une compagnie de théâtre qui permet de revoir l'ensemble des points avec les enfants présents. Et puis, en plus de ces 4 étapes, donc dans les établissements scolaires, il y a un retour des policiers municipaux cette fois-ci, avec des séances autour d'un jeu de prévention routière qui est mis à disposition par le Bureau de la sécurité routière de la préfecture. Voilà, donc sur l'année 2024-2025, sachant qu'on est en croissance sur les effectifs concernés, on est aujourd'hui à 11 écoles
touchés et 650 élèves de CE2, puisqu'on cible principalement sur les CE2. Voilà, donc avec une action, enfin un partenariat police nationale, éducation nationale et bien évidemment ville. Voilà, et donc là, on va reconduire l'action sur 2025-2026 dans 10 écoles différentes. Voilà, l'idée, c'est qu'à la fin du mandat, y compris sur le mandat suivant, on puisse se dire qu'on a touché l'intégralité des cohortes des enfants de CE2 qui, ensuite, sur le CM1, peuvent bénéficier d'autres actions de prévention. Voilà rapidement sur le permis piéton, ce qui me permet de passer à la médiation scolaire et médiation par les pairs, ça va avec. Donc on a mis en place de la médiation scolaire sur le quartier du Tonkin à Villeurbanne, qui est un quartier qui connaît ses heures de gloire médiatiques à cause du trafic de stupéfiants et qui parfois génère des tensions, notamment dans les groupes scolaires ou à proximité des groupes scolaires. Voilà, puisque parfois on a aussi des points de deal qui sont à l'entrée des groupes scolaires, donc ça crée une tension, enfin une ambiance un peu particulière. Et donc on a choisi les 3 établissements du quartier, 2 écoles primaires et un collège, pour avec la LTM, donc l'agence Lyon Tranquillité Médiation, l'État, la cité éducative, la ville, monter un partenariat avec cette médiation scolaire qui a pour objectif de prévenir et lutter contre les incivilités, les violences et le harcèlement aux abords des établissements scolaires. Bon, développer les comportements citoyens et une culture du dialogue, toujours aux abords des écoles et auprès des jeunes. Prévenir et lutter contre l'absentéisme et le décrochage scolaire, parce que ça fait aussi partie des points importants sur le secteur. Et donc, la médiatrice œuvre avec un volet, donc elle est présente et elle forme des élèves volontaires dans les établissements. Et les élèves volontaires sont accompagnés, ont un cycle de formation et une remise de diplômes que nous organisons en mairie de Villeurbanne avec une petite cérémonie qui permet de réunir les professionnels, les enfants, les enseignants, les familles, voilà, pour montrer cet aspect positif et de médiation. Voilà. Et là, on est en train d'essayer de réfléchir à la déclinaison sur d'autres secteurs auprès d'autres groupes scolaires, avec toujours cette idée d'articuler sur une zone géographique de la ville des groupes de premier cycle et un collège de référence, voilà, pour être aussi en articulation entre le dernier cycle, enfin les dernières classes du premier cycle et les premières classes du secondaire, avec l'idée de ceux qui ont été formés en primaire peuvent continuer à œuvrer sur les premières années ou le cycle du collège. Merci beaucoup Yann pour ces 2 exemples très concrets, très opérationnels et qui peuvent se faire à toutes les échelles de villes, me semble-t-il. On est bien bien voilà. Même les villes qui n'ont pas la mer. Voilà, et y compris. Voilà, et à Villeurbanne, on a aussi un poste mobile, bientôt 2, donc on pourra faire des courses entre villes titulaires de postes mobiles. Voilà. On va faire un grand prix des postes mobiles. Les policiers. Ça promet. Donc, on va rebasculer sur le volet 3. Donc, on clôt le chapitre prévention, prévenir, pour aller sur le bloc 3, rétablir. Donc, plutôt sur cette notion de justice réparative, pardon. Et on va parler de travaux d'intérêt général. Je ne sais pas si Yannick, élu à Marseille, est avec nous. Non. Je crois malheureusement qu'il fait partie des élus Des élus mobilisés pour l'incendie. Et donc, du coup, malheureusement, il ne pourra pas être avec nous. Par contre, on l'aura dans la présentation, on aura tous ces éléments. En 2 mots, peut-être dire que les travaux d'intérêt généraux, c'est quand même des outils utiles dans cette notion de justice réparative.
Et évidemment, elle est sous l'autorité judiciaire et ça dépend des tribunaux et de leur capacité, évidemment, à mettre ce type de peine. Mais la ville n'est pas en reste parce qu'elle peut accompagner ces tiges, notamment dans le cadre du CLSPD. Donc, c'est ça qu'on voulait dire. S'il y avait un peu de proactivité côté ville, ça facilite le travail du tribunal pour mettre des peines et des alternatives à la prison. Il nous semble utile, mais voilà. Et pour nous parler aussi d'accompagnement à la sortie de la prison, donc on a fait un pas de côté, c'est pas forcément. Bah si, vous êtes élu aussi. Euh, double regard, effectivement, d'une élue, donc Bernadette Cyr, donc de l'Espinassière, et donc qui va nous parler d'une ferme Emmaüs, un très très beau projet. Voilà, alors moi je suis pas du tout élue d'une grande ville, mais je suis adjointe au maire depuis, c'est mon second mandat, dans une toute petite commune de montagne, 136 habitants, c'est tout à fait petit. Et nous accueillons, et je suis en même temps présidente, j'ai été de 2018 à 2024 présidente de l'association Emmaüs l'Espinassière. Donc Emmaüs l'Espinassière, on peut passer la première slide peut-être. Voilà, c'est une structure d'hébergement et de travail, un atelier chantier d'insertion et pension de famille, et les résidents salariés qui ont des contrats de travail, des CDDI de 26 heures par semaine, sont des hommes sous écrou en fin de longue peine. C'est-à-dire que nous n'accueillons que des détenus qui ont passé au moins 5 à 6 ans en prison, mais parfois 15 ou 20 ans. Et c'est un cesse entre le dedans et le dehors parce que il faut réapprendre à vivre, il faut même réapprendre son corps. Il y en a un qui me disait une fois, mais vous ne pouvez pas imaginer voir plus loin que 4 mètres ou 5 mètres ou 6 mètres. C'est la vue qu'ils ont en permanence. Et marcher sur de la terre, je sens plus mon corps, je sais plus où je suis. Voilà. Donc c'est pour et on a comme support, donc puisqu'on est une toute petite commune, du maraîchage. Et dernièrement, on a monté un atelier de fabrication de ganivelles. Les ganivelles, ce sont des piquets assemblés en châtaignier, puisqu'on est dans le châtaignier. On peut passer à la slide suivante, je pense. Alors pourquoi ce lieu dans une aussi petite commune, c'est une singularité, à la fois dans une petite commune. En réalité, ce lieu est un lieu de mémoire pour le village. En 1930, il y a eu une énorme inondation qui a emmené le cimetière et l'ancienne église. Et afin de reconstruire une autre église, le village a vendu ce terrain, et le terrain, le presbytère, les ruines de l'église et les terrains qui étaient autour, il l'a vendu à un guérisseur. Ce guérisseur a transformé l'ancien presbytère en colonie de vacances pour les enfants. C'était un philanthrope. Pour les enfants un peu déficients de la région parisienne. Donc, on a eu un premier contact dans le village avec des petits potentiels délinquants qui faisaient les 400 coups dans le village. Et à sa mort, il a donné ses biens à Emmaüs. C'est devenu une maison de vacances pour les compagnons. Et puis, ça a été abandonné. Et puis, voilà. Et donc, en 2014, le conseil municipal souhaitait, nous avons tous souhaité unanimement que ce lieu reste un lieu à vocation sociale. Que Emmaüs ne vende pas ce lieu à un investisseur qui allait en faire un truc touristique. Et on cherchait comment nous, petite commune, on pouvait peut-être essayer de proposer quelque chose à Emmaüs pour en faire un projet social. Et là, Emmaüs a envoyé un porteur de projet, Samuel Gauthier, qui est arrivé avec ce projet de ferme de réinsertion pour détenus. Et il a passé une semaine dans le village, il a rencontré le conseil municipal, la population, et tout le monde a dit « c'est magnifique, voilà ce qu'on voulait, peut-être pas obligatoirement ça, mais on tente l'aventure, voilà. » Et on a tenté l'aventure parce que le village
participent entièrement à la... Le lieu est dans le village, donc ils sont dans le village. Voilà, le village se sent une vocation d'aide à la réparation, réinsertion, voilà. Donc il y a eu un plaidoyer d'Emmaüs France auprès des services pénitentiaires de la DAP à Paris, qui a donné une subvention parce que les lieux avaient besoin de réhabilitation. Il y a eu des rencontres entre le porteur de projet, les élus locaux, donc le maire, moi-même, et puis les élus qui voulaient venir, avec les services de la préfecture, avec les services de l'administration pénitentiaire régionale, départementale, les services, la JAP, enfin voilà. Et on a validé le projet d'accueil de détenus en placement extérieur en fin de longue peine. Alors, les modalités de fonctionnement sont une contrainte, puisqu'ils ne sont pas libres, ils sont sous écrou, donc ils ne doivent pas quitter le territoire de la commune pendant la journée, sauf s'ils sont accompagnés. Ils doivent rester sur le lieu et pas dans la commune, par exemple, pas monter à l'épicerie ou au café de 19h du soir jusqu'au matin. Et nous avons obtenu conjointement avec le porteur de projet Emmaüs, le maire, en vertu de son pouvoir de police, a obtenu qu'il n'y ait pas de gardien de nuit et pas de gardien pendant les jours fériés. Et donc, il s'est engagé à intervenir à n'importe quelle heure de la nuit si c'était nécessaire en cas de trouble à l'ordre public. Voilà. Et nous avons considéré la commune comme les porteurs de projets que c'était le meilleur apprentissage à la liberté qu'ils allaient retrouver un jour dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Merci Bernadette. Juste pour raccourcir en conclusion, Oui. pour tenir le temps, merci. Alors, ça donne quoi? Ça donne que d'abord, ils retrouvent une dignité, qu'ils peuvent se remettre à jour par rapport à leur situation administrative. Il faut savoir que la plupart, quand ils sortent de prison, ils n'ont plus de carte d'identité, ils ont de l'argent sur un compte, enfin voilà, c'est compliqué. Donc, et puis, ça leur permet de s'acculturer à tout ce qui est les réseaux sociaux pour, voilà, pour arriver à refaire eux-mêmes leurs papiers, à se prendre en main. Pour la commune, parce que ça a un apport énorme pour la commune, la CI a été une dynamisation du territoire. Il y a un petit marché quand ils ont des légumes toutes les semaines où ils vendent leurs légumes sur la commune qui amène du monde qui va consommer dans le café qui est à côté, voilà, manger au restaurant. L'atelier de Ganivelle, c'est en relation avec les bûcherons du village, donc c'est voilà, c'est eux qui coupent les arbres, qui vont servir au Ganivelle. Là-dessus, nous avons, parce que nous avons des projets d'extension pour l'après Emmaüs, nous avons un projet de plateforme alimentaire sur l'agglo de Carcassonne en lien avec l'agglo et le département, donc ça apporte aussi, pas qu'à nous, mais au territoire. Pour la sécurité, notre taux de récidive est de moins de 10%. Ce qui est par rapport aux 63% quand on sort de prison, ce que nous apportons à la société en général est bénéfique. Voilà. Et donc actuellement, nous avons des difficultés financières à cause des restrictions budgétaires de la DRIETS et également des services pénitentiaires. Donc c'est un peu compliqué, mais nous pensons que c'est... Voilà. Si j'ai le temps, je dis, mais c'est pas obligé. Je dis ce qui nous a le plus touché parce que ça s'est passé il y a peu de temps. Un des premiers résidents, Denis, il est parti de chez nous. Il a monté une petite entreprise dans le chef-lieu du département, à Carcassonne. Il a eu un cancer foudroyant. Il avait gardé une amitié, créé et gardé une amitié très forte avec des habitants du village. Et quand il est décédé, il leur a demandé, et il a dit à sa famille, et il leur a demandé que ses cendres reviennent à l'Espinacia. Donc pour nous, ça a été un grand sourire. Voilà, il était de chez nous.
Voilà. Merci. Merci infiniment Bernadette pour ce témoignage, cette belle utopie humaine en action. Et Évidemment, qui peut se reproduire ailleurs. c'est le but, tout voilà. à fait. On accueille à Laval une très belle communauté Emmaüs aussi, et qui a un beau projet de tiers-lieu cette année, et de matériothèque. Mais on ne fait pas de la justice, donc ça donne des idées vraiment, c'est passionnant. Merci pour ce témoignage. Et comme on dit souvent chez nous en Mayenne, malheureusement, le bien ne fait pas de bruit. Non. Mais le bruit ne fait pas toujours du bien non plus. Exactement. Merci Bernadette. On continue sur ce volet donc réparé avec donc une jeune élue, enfin je ne sais pas si elle est jeune, mais en tout cas elle vient d'être élue, Carole Santamaria, qui va nous parler de la justice restaurative en partant avec des associations, mais elle peut aussi très bien nous parler des tiges en lien et avec Benjamin Sayou, donc, qui est directeur général de l'Institut français de la justice restaurative. Ça semblait intéressant d'en parler, de voir ces initiatives dont on pourrait, un peu comme Bernadette vous le dit, c'est possible partout, mais on n'a peut-être pas l'idée d'y penser. Je vous laisse la parole en binôme. Ok, moi je suis Carole Santamaria, je suis élue depuis 2 mois à la ville de Strasbourg et par ailleurs je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et responsable syndicale au sein de la CGT Insertion Probation. Et en fait, c'est bien. En fait, je trouve ça très bien l'organisation de ce webinaire parce que dans mon métier, notamment, on constate que quand la droite extrême s'empare des questions de sécurité, il n'y a plus beaucoup d'humanité. Et c'est une belle transition pour parler de la justice restaurative. Alors, c'est bien la justice restaurative et non pas la justice réparatrice. Par ailleurs, si vous voulez, je pourrais vous parler un peu des tiges. Qui sont une alternative à l'incarcération, au même titre que le placement extérieur. Voilà. Mais là, pour l'instant, on en est sur la justice restaurative. Alors, Benjamin, je ne sais pas, tu voulais te présenter? Oui, alors je vais me présenter rapidement. Alors moi, je suis pas un élu, je suis pas élu. Je suis directeur d'une association nationale qui promeut et appuie les services de l'État, les associations et aussi les collectivités territoriales locales à déployer des actions de justice restaurative sur leur territoire et au service des victimes et auteurs d'infractions pénales. Et j'ai oublié, je suis formée à la justice restaurative puisque c'est quand même le sujet, voilà. Et c'est ça, animer même une mesure de Voilà, j'ai animé une mesure de justice restaurative en Embraye, du coup. Oui, je vous laisse pour tenir un temps, parce que le but de ces webinaires, c'est d'aller vite. C'est la problématique ciblée, évidemment la solution. Merci beaucoup. Ça marche. Ben, je te laisse envoyer les slides, Benjamin. Donc, la justice restaurative, vous en avez déjà probablement entendu parler dans le cadre du film. Je reconnaîtrai toujours vos visages, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Dans lequel on voit notamment Robert Cario, qui a été mon formateur et qui est un des piliers de la justice restaurative en France. Et ce film, en fait, traite de 2 modules de justice restaurative, que sont la médiation restaurative et les rencontres détenus et condamnés victimes. À côté de ça, on a aussi les conférences restauratives et les cercles de soutien et de responsabilité. Moi, ce que j'ai animé, c'est une rencontre condamné-victime, mais si vous voulez, les quatre modules répondent un peu aux mêmes besoins, qui sont celles de replacer au cœur de la société ces notions de justice, de faire communauté et de faire porter la responsabilité de tout dysfonctionnement ou de toute vulnérabilité à l'ensemble de la société. Alors en France, la loi Taubira de 2014 vient marquer ça. On n'est pas allé aussi loin qu'au Canada, mais c'est pas tout à fait le même modèle de société. Toujours est-il que ce que veut porter la justice restaurative dans son essence canadienne, c'est le fait que la société est responsable de chaque individu. Et en fait, cette responsabilité vient peser sur chaque citoyen, citoyenne, et elle vient aussi apporter une notion de cheminement commun.
C'est-à-dire que dans la justice restaurative, notamment dans ce que je connais le mieux, c'est la médiation et les rencontres condamnées victimes, on accepte, puisque chaque partie, que ce soit les auteurs ou les victimes, sont préparés dans un cadre sécurisé, on accepte que ce cheminement soit collectif et que tout peut être dit. Toutes les questions peuvent être posées, ce qui n'est pas possible au procès, parce que le procès, en fait, il ne vient pas réparer. Il vient mettre en place une sanction face à des faits commis. Alors, normalement, dans l'individualisation de la sanction, mais en tout cas, il n'y a pas de possibilité de prise de parole réparatrice ni pour la victime ni pour l'auteur, parce qu'il faut admettre que l'auteur a aussi besoin d'une parole réparatrice. Il a aussi besoin de pouvoir exprimer d'où il part, quel est le contexte du passage à l'acte. Ça, on le travaille au sein des SPIP. Mais par ailleurs, pour réparer la communauté, il faut que la société s'empare de ces questions-là et puisse permettre aux citoyens qui en sont capables de s'approprier ce cheminement collectif. On peut peut-être passer à la deuxième diapo. Ok. Justement, en fait, moi, je trouvais intéressant parce que tu faisais le lien sur justement la place apportée aux victimes par la justice restaurative, le procédé de reprendre leurs mots. Ce qui est intéressant, c'est de voir justement qu'est-ce qui conduit ces personnes à engager une démarche de justice restaurative et tous les travaux qui ont pu être menés et puis même toutes nos expériences nous montrent voilà, que les personnes, elles attendent de pouvoir parler des répercussions de l'infraction, pouvoir indiquer, pouvoir parler à l'auteur, faire face, que ce soit dans la médiation, l'auteur de l'infraction commise, mais aussi dans des groupes comme les RDVRCV, où là, ce sont des personnes qui ont commis des infractions de nature similaire, mais pas la même infraction, de pouvoir tout simplement s'exprimer. Et justement, tu as animé une mesure de justice restaurative, donc ça peut être l'occasion de pouvoir donner quelques retours des personnes qui avaient participé à ces actions. Alors, c'est un long travail de préparation, les rencontres condamnées victimes, puisque justement, quand on parle de cadre sécurisé, c'est pouvoir permettre à chaque partie de se sentir bien au moment où elle va intégrer le groupe. Et à partir du moment où ils intègrent le groupe, bah, c'est là que tout se passe et que tout peut se dire. Et voilà, j'ai deux, trois phrases clés comme ça qui, moi, me sont restées en mémoire. C'est un auteur, c'était sur le thème des violences conjugales et donc c'était des situations très, très lourdes quand même. Un auteur qui, à un moment, dit, ben voilà, maintenant, tout ça, on ne peut pas faire comme si ça n'avait jamais existé. Tous ces échanges, on ne peut pas faire comme si on ne les avait jamais eus. Une victime qui, au début du processus, disait qu'en fait, elle ne ferait plus jamais confiance à un homme. Elle n'aurait plus jamais la possibilité de rencontrer quelqu'un. Et qui, à la toute dernière séance, nous a dit que la veille de la toute dernière séance, elle avait mis de la musique dans son appartement, elle avait dansé. Et aujourd'hui, cette femme, elle est maman. Alors, c'est sans doute pas que, enfin voilà, on va pas se dire que c'est que la justice restaurative, mais ces victimes-là, ça leur a quand même permis déjà d'accepter le fait d'être victime et par ailleurs de ne plus être que victime, de se réapproprier leur statut de femme. Et d'avoir une vie, du coup, pas en dehors de leur statut de victime, qu'au départ, elles voyaient de manière un peu honteuse, et puis qui est devenue une force pour elles, pour aussi se reconstruire. Les auteurs, moi, les auteurs, je les connais bien, puisque c'est mon quotidien, je travaille avec eux, mais c'est vrai que moi, j'ai tendance à dire qu'il y a la CPIP d'avant la justice restaurative, donc conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, et la CPIP d'après. Et j'ai l'impression que dans mon quotidien, je fais de la justice restaurative tous les jours maintenant, dans ma façon de mener les entretiens individuels. Parce que
je me suis rendu compte que quand on les amène, quand on les pousse dans leur retranchement, les auteurs, ils ont un milliard de choses à dire. Il n'y en a pas un qui est moins intéressant qu'un autre dans l'expression du contexte de son passage à l'acte. Je me fais le maître Je du m'arrête temps, je là. suis désolé. Je sens que vous êtes passionné, mais si on peut aller justement, parce que Mais l'idée, on c'est de va, donner des clés sur nous, je les vais, élus. je vais accélérer. Ouais, Voilà. je vais accélérer. Alors, en fait, voilà, donc ce qui est important pour nous, c'était de pouvoir aussi présenter, bien sûr, ce qui se fait dans le champ judiciaire actuellement, et vous l'avez compris, sur des infractions particulièrement lourdes, hein. Ce sont des crimes, des délits graves. On parle de violences sexuelles, de violences intrafamiliales, d'homicides. Enfin voilà, on est sur des situations assez lourdes, mais on peut aussi le mettre en place dans le champ de la prévention, pas simplement attendre que le plus grave soit arrivé. Et c'est dans ce cadre-là qu'il peut y avoir vraiment l'intérêt de pouvoir s'appuyer aussi sur les collectivités locales, les maires, les communes, pour proposer ces actions. On peut le penser aussi avec des dispositifs comme les cercles restauratifs qui permettent de mobiliser les populations, mobiliser les ressources autour de ces situations qui sont pas forcément toujours les crimes les plus graves. Ça peut être aussi des dégradations qui posent la question de comment on vit ensemble, comment intégrer aussi les personnels de la commune, les agents techniques, etc., qui sont aussi concernés par les dégradations, parce qu'il faut tout reconstruire derrière. Donc voilà, tout ça, ça s'inscrit dans une logique. Et donc, je dirais que dans ce cadre-là, aujourd'hui, les programmes de justice restaurative, ils sont développent de plus en plus, hein. C'est plus de 800 personnes qui participent à de la justice restaurative aujourd'hui en France. Mais il reste encore des steps à passer, je dirais. Et bien sûr, la justice est en première ligne, et les services de l'administration pénitentiaire également, les associations des deux victimes. Mais également, je pense que les maires et les communes ont leur place dans ce dispositif-là. On a bien sûr besoin de soutien financier, mais je pense que là, toutes les associations vous diront ça. Mais au-delà, tout simplement, et là, je pense à l'exemple qui a été donné là, de la maison de la prévention et de la tranquillité publique, où voilà, on a besoin de lieux, tout simplement, pour accueillir ces espaces de dialogue. Et parfois, c'est difficile de pouvoir trouver des lieux d'entretien, des lieux de rencontre qui ne soient pas connotés par une justice d'un côté, ou de association des deux victimes, parce que là aussi, c'est pas un dispositif pour la victime, c'est pas un dispositif pour l'auteur, c'est un dispositif pour tous. Également, comment l'arc-bouter avec des politiques locales de prévention. On a évoqué la question des pouvoirs du maire, et je pense qu'effectivement, dans ce cadre-là, les pouvoirs de police du maire, notamment, je pense aussi au Conseil des droits et devoirs des familles, où on peut avoir des possibilités d'arc-bouter des dispositifs. La justice restaurative est un processus volontaire, mais on peut très bien imaginer qu'il y ait des propositions dans ce cadre, et ça peut être intéressant. On peut faire le lien avec la dernière diapo, on l'a abordé, hein, de tous les bénéfices que ça retire, mais il y a un vrai enjeu pour les personnes de pouvoir accéder à une libération de cette parole, d'être reconnu en tant qu'humain dans ces espaces. Et je dirais que dans une logique de prévention, on a aussi l'enjeu de faire parler des cultures, de faire parler des générations, de faire parler des classes sociales aussi différentes, et de pouvoir leur donner un espace qu'ils peuvent s'approprier. Et la justice restaurative, vraiment, elle est tout à fait adaptée pour ça. Si on arrive à permettre à accompagner des personnes victimes de viols, parler avec leur agresseur, je crois qu'on est capable de pouvoir faire sur tout type de situation. Et notamment, on travaillait, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, mais avec un collectif citoyen sur Grenoble, mais on pourrait très bien l'imaginer sur d'autres territoires. Comment est-ce qu'on peut intégrer dans la ville, dans le quartier, des dispositifs de justice restaurative qui vont permettre de résoudre des difficultés entre personnes qui finalement mettent pas suffisamment la parole au quotidien, au cœur de leur quotidien. Voilà. Et donc, le lien vers les films, Je verrai toujours vos visages, et aussi un documentaire qui a été récemment diffusé, que vous pouvez retrouver encore sur France Télévisions, La Réparation. Merci beaucoup pour cette intervention et une découverte pour ma part de ce champ de la justice qui montre qu'on en apprend tous les jours. Merci. Et alors, pour terminer, je reviens, je suis désolé, on s'est adapté aux agendas des uns et des autres. Dernière intervention d'un maire sur le volet plutôt 2.
Et donc c'est Maxence Gilles, donc, qui est du Printemps des mers, et qui va nous parler de deux sujets assez, on revient à des choses peut-être plus pragmatiques et à la main des mers, à la fois de la vidéoprotection, parce qu'on ne peut pas en parler, et évidemment des arrêtés du maire qu'il a pu prendre. Maxence, je te laisse la parole. On t'entend pas, Maxence. Oui, pardon, enfin, je venais d'être déconnecté. Vous m'entendez bien? Vous me voyez? Parfait, parfait. Ça marche. Merci et désolé pour le contretemps. Merci pour l'adaptation à l'agenda. Oui, donc premier volet sur la vidéoprotection. Donc si on peut passer sur la slide 1. Merci. Donc juste petit élément de contexte, parce que bien évidemment, ça va changer d'une ville à autre, et ce que je vais présenter va peut-être paraître tout petit pour les grandes villes. Donc moi, maire de Lizy-sur-Aube, ville de 3600 habitants, en zone rurale, en grande banlieue de Paris. La ville a fait le choix, avant que je sois élu maire, de se doter de caméras de vidéoprotection, 17 au total. Donc ça peut paraître beaucoup, 17 caméras de prime abord, mais au final, nous avons énormément de caméras qui ne sont que des lecteurs de plaques, c'est-à-dire qu'elles captent très bien les plaques des véhicules, mais il est difficile de voir, de reconnaître des gens ou d'identifier des gens. Nous n'avons que 4-5 caméras finalement qui permettent d'identifier clairement des gens. Nous couvrons avec ces caméras peut-être, on va dire, la moitié des points stratégiques importants sur la ville. Il aurait fallu presque avoir le double pour couvrir entièrement les points stratégiques de la commune. Alors, je crois qu'on est passé à c'est quoi? Je sais pas, il n'y avait pas une slide juste avant? C'était peut-être pourquoi, ou j'ai peut-être, oui, ou alors j'aurais peut-être dû commencer par le pourquoi. Bon, je vais mixer les deux, mais donc déjà pourquoi ça a été mis en place. Donc nous, il y avait surtout dans notre centre-ville de petits trafics. Hein, c'est pas Chicago, mais il y avait des petits trafics de stupéfiants qui faisaient grandir un sentiment d'insécurité chez les habitants, et naturellement aussi pour les commerçants. De nombreux, alors dépôts sauvages pas dans le sens des dépôts comment dire, d'entrepreneurs qui ont déversé des choses, ça ils font plutôt ça dans les chemins un peu plus à l'écart, mais des gens qui abandonnaient un meuble, des sacs poubelles par flemme d'aller jusqu'au bac. Et donc l'effet recherché était avant tout dissuasif pour notre commune, et en soutien aux forces de l'ordre, donc de ce qu'on a dit dans la genèse du projet. La gendarmerie a été vraiment moteur, et c'est un peu avec eux que les différents points ont été définis. Si on peut repasser, s'il vous plaît, à la slide 1, du coup, voilà ce qui aboutit à ces 17 caméras. Donc, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit, mais je voulais déjà en profiter pour faire un petit retour d'expérience sur la nécessité pour les communes que ça intéresserait déjà de se faire accompagner par un AMO, par un spécialiste, par quelqu'un qui s'y connaisse, parce que nous, ce n'était pas le cas. Et il y a eu beaucoup en fait de liberté prise par les entreprises qui ont répondu aux appels d'offres. Et autant pour des chantiers, il peut être facile de vérifier qu'un carrelage a bien été posé. Autant vérifier à 6 mètres de hauteur que le câble de la caméra est bien branché ou correspond bien au cahier des charges, c'est beaucoup plus difficile. Et nous avons eu de nombreux dysfonctionnements par la suite, qui ont été dus finalement à de la mauvaise qualité de matériel mis en place, mais avec pour nous à l'époque une impossibilité de vérifier vraiment que l'entreprise s'était bien conformée au cahier des charges. Deuxième retour d'expérience que je ferai tout de suite aussi, c'est qu'il y a deux types de connexions, soit par hertzien, soit par fibre optique. Et je ne peux que recommander chaudement la fibre optique, puisque le problème du hertzien, pareil, qui n'avait pas été anticipé, c'est qu'il y a un système d'antenne en fait sur les caméras avec une antenne principale. Et il suffit que de la végétation ait poussé
entre deux antennes pour qu'on perde le signal et que donc que les caméras ne fonctionnent plus. Et enfin, et ça je pense que beaucoup de maires sont concernés, le cas de la coupure de l'éclairage de nuit, puisque bien souvent les dispositifs de caméra sont associés à des réverbères. Et donc du coup, si on coupe la nuit, ça coupe l'alimentation de la caméra. Elle peut rester sur batterie un certain temps, mais assez vite, ces batteries peuvent s'user. Par ailleurs, les batteries ont une durée de vie dans le temps aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est ça dure 4, 5 ou 6 ans. Donc plutôt que de racheter des batteries tous les 4-5 ans, je recommanderais chaudement de faire des alimentations électriques indépendantes. On peut passer à présent à la slide 3, s'il vous plaît. Comment ça se passe en fait ces caméras? Donc déjà, il n'y a personne qui, nous n'avons pas de centre de visionnage avec quelqu'un qui est derrière tout le temps les caméras pour signaler des problèmes ou autres. C'est vraiment un endroit que l'on peut consulter, soit les services internes de la mairie lorsqu'il y a un sujet, un dépôt, quelque chose qui est du ressort de la police municipale par ailleurs. Il faut savoir que même pour une petite mairie comme la nôtre, nous avons dû faire une salle spéciale avec accès badge pour y aller. Nous ne sommes que 5 habilités à y aller, forcément pour des raisons comment dire, de règles RGPD, etc. Il ne s'agit pas que tout le monde puisse aller voir ce qui se passe sur les caméras. Et l'autre sollicitation que nous avons beaucoup, c'est par la gendarmerie ou sur réquisition du procureur. Et ça sert aussi notamment des fois quand il y a des vols de véhicules ou des gens en fuite, par exemple, qui ont fui Paris ou un vol à main armée, même dans une ville voisine, à reconstituer finalement les parcours. Donc les caméras servent, je dirais, autant à la mairie que à la gendarmerie nationale. Et enfin, ce que ça donne, donc le retour d'expérience, je dirais, est plutôt positif, vraiment, puisque ça a permis, là, par rapport au petit trafic, de finalement de les faire soit cesser, soit de les déplacer, mais en tout cas, ce n'est plus au cœur de notre centre-ville. Nous avons encore malheureusement régulièrement des dépôts sauvages, mais ça nous a permis de prendre de nombreuses personnes en flagrant délit ou après, a posteriori, via les images. Des fois aussi des accidents et des fuites suite à des accidents ou des dégradations. Par exemple, un camion qui a reculé dans un réverbère ou malheureusement dans une façade d'immeuble et qui s'était sauvé. Forcément, s'il était sur les caméras, ça a pu se voir et il y a une attente de la population puisque les gens savent que nous avons ces caméras, donc c'est pas rare qu'ils nous sollicitent lorsqu'ils ont eu une vitre brisée ou un incident quelconque, venir toquer à notre porte. Donc pour nous, le bilan de ces caméras, hors les conditions matérielles, il est plutôt positif et nous chercherions ici à développer ce réseau. Voilà pour la première partie sur la vidéoprotection. Je ne sais pas s'il y a quelques questions avant qu'on passe Non, aux arrêtés. je te laisse très vite aller sur les arrêtés. Ça et marche. on laisse un temps de questions-réponses que je vois que le temps file. Donc, Voilà, je te laisse 3 minutes. ça marche. Merci Florian. Pour les arrêtés du maire, donc on peut aller déjà sur le slide 1 ou 2, du coup, je sais peut-être au pourquoi. Non, pourquoi, c'est très bien. Donc, pourquoi des arrêtés municipaux anti-rassemblement et contre la consommation d'alcool en centre-ville? Dans le centre-ville, dans mon centre-ville que j'évoquais tout à l'heure, nous avons eu un phénomène l'année dernière avec des groupes de 5, 10, 15, voire 20 personnes qui ont commencé à se réunir petit à petit, puis presque tous les soirs, en plein centre-ville. Ils amenaient chaises, transat, musique, ils consommaient de l'alcool et restaient jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Et les forces de l'ordre se sentaient un peu absentes parce qu'elles venaient, elles leur demandaient de ne plus faire de bruit, etc. Mais bon, les gens ont le droit d'être dehors. On l'oublie peut-être des fois, mais il n'est pas interdit par défaut de consommer de l'alcool sur la voie publique. C'est l'ébriété qui peut entraîner la mise en garde à vue. Mais pour constater l'ébriété, il faut que la personne elle ait plus de tant de grammes d'alcool dans le sang. Il faut l'emmener au poste. Il faut que l'ébriété soit constatée. Et donc, il y avait une procédure lourde et malheureusement, l'intervention régulière tous les soirs des gendarmes ne faisait pas endiguer le phénomène. Ce pourquoi ils nous ont recommandé de prendre 2 arrêtés
Alors, je crois que c'était peut-être sur la première slide où on explique en gros en quoi il consiste. C'était sur c'est quoi, je crois, juste après. Voilà, c'est quoi? Donc il y a deux arrêtés distincts. Il y a un arrêté anti-rassemblement pour interdire en fait aux gens d'être plus d'un certain nombre. Nous, on avait mis 4, mais ça peut être 5, 6, 7, etc. Et interdire la consommation d'alcool, effectivement, et pas juste le fait d'être sous. Ce sont des arrêtés dérogatoires aux libertés publiques, donc il y a trois conditions très importantes. La première, c'est qu'elle soit de courte durée dans l'année. On n'a pas le droit de faire quelque chose qui dure du 1er janvier au 31 décembre, et c'est bien normal. Il est possible de le renouveler avec une coupure. Nous, typiquement, nous n'avons le phénomène que sur les mois d'été, quand il fait chaud et que les jours sont longs, donc on ne le met que l'été. Il faut que ce soit dans une zone géographique précise. On ne peut pas faire naturellement sur toute la ville, mais ça doit se concentrer sur les endroits qui posent problème. Et c'est pas des journées entières, mais sur des amplitudes horaires type 18h, 2h du matin. On peut passer à la slide suivante. Alors, ce que ça fait concrètement, qu'est-ce que ça change pour les forces de l'ordre pour qu'elles puissent intervenir? Rien que si elles intervenaient, je prends le même exemple, le soir à 23h avec le petit groupe de 20 qui stationnait, qui écoutait de la musique et buvait de l'alcool. Ils peuvent les verbaliser, ne serait-ce que parce qu'ils sont plus que 4, leur demander donc de se disperser, de rentrer chez eux. Et ils peuvent les verbaliser du moment qu'ils ont de l'alcool, qu'ils consomment de l'alcool, qu'ils soient ivres ou pas. Donc on voit que ça a tout de suite des possibilités beaucoup plus simples. Et en plus, il ne s'agit même pas de mettre les gens en garde à vue, il s'agit surtout, c'est à titre préventif, de leur mettre une amende, voire juste de les menacer de leur mettre une amende. Et pour le coup, ça a été extrêmement efficace. Si on peut passer à la dernière slide. Puisque dès la mise en place des arrêtés, très rapidement, les gendarmes se sont emparés de ces outils. Les regroupements ont pu cesser. Et le retour d'expérience des riverains a été très positif. Donc c'était un outil, alors peut-être qu'il en existe d'autres qui sont mieux, mais je dois avouer que l'année dernière, nous étions vraiment, on s'est sentis démunis. Pourtant, je précise qu'à Lizy, on a une gendarmerie sur place en plus, une toute petite PM qui travaille qu'en journée, en semaine. Et ces arrêtés ont été la seule moyen d'endiguer le phénomène, et on est content d'avoir trouvé un moyen de l'endiguer, même s'il faut utiliser ces outils avec parcimonie, puisque, comme je le dis, ils sont dérogatoires des libertés publiques. Voilà pour ma petite présentation. Merci, merci Maxence. Bon voilà, nous avons épuisé à la fois les trois axes de ce webinaire et les différents exemples. J'espère que ça a été utile. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que beaucoup ont été déjà répondus dans les commentaires. Donc, bien préciser que la gendarmerie aussi a des unités mobiles, évidemment, et je pense que pour les communes rurales, ça a évidemment du sens. Sur l'armement, ça a été évoqué. Sur les caméras de vidéoprotection, oui, la question de est-ce que ça déplace la délinquance, oui, je pense que Maxence a bien rappelé que ça la déplaçait, mais peut-être à d'autres endroits plus circoncis. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Et ben, je vous propose donc de conclure pour en remerciant évidemment à nouveau Magali qui était la cheville ouvrière de ce webinaire. J'espère que ça vous a plu. On va le redécouper en petites parties. Vous le retrouverez sur le printempsdesmaires.fr. On va le diffuser largement pour que ce soit utile pour les candidats qui souhaitaient s'aventurer dans cette magnifique expérience de maire. Vous avez là donc toutes les solutions à la fois de prévention, répression et évidemment de rédemption qui ont été présentées. Et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire sur une thématique qu'on est en train encore d'élaborer. Et il y aura une soirée vue sur mer, donc à la Fondation Jean Jaurès à la rentrée. La date vous sera communiquée très prochainement. On va reprendre ces questions de sécurité dans un débat avec d'autres personnalités politiques, peut-être de plan national, mais tout en laissant la parole au maire. Donc merci à toutes et tous et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux et sur le site printempsdesmaires.fr. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à ceux que ça pourrait intéresser.
Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Magali, je trouve pas le bouton pour éteindre, je suis désolée.